Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour un nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Honor 8X, le Honor que tout le monde actuellement parle, tout simplement parce que déjà il est bien et je pense que c'est un de mes Honors préférés parce que l'un des plus réussis à mon sens. Et en plus de ça, il a la grosse particularité pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est d'avoir cette petite, tout petit menton pour le coup, donc pour un prix dérisoire. Il est mieux que la plupart des smartphones de ce point de vue-là et c'est ce qui fait son plus gros, en fait son plus gros argument. Donc c'est un smartphone qui va être très intéressant pour beaucoup de gens, notamment parce que le fait qu'il soit à 250 € avec sa nouvelle puce, le Kirin 710, que je vais vous décortiquer dans ce test, et qui va être très intéressant à plusieurs points de vue, et je vous conseille notamment d'attendre la partie sonore, pour ceux qui aiment bien le côté sonore et mes exigences, mais aussi la partie benchmark, parce que ça va être vraiment intéressant. Alors je réponds tout de suite à la question, est-ce que Fortnite tourne dessus? Non, en tout cas pas actuellement. Des dires en tout cas d'Alexis de chez Honor, ce n'est actuellement pas possible, on n'y a pas accès. Voilà, c'est comme ça c'est fait, mais vous pouvez rester quand même pour le test. Mais au-delà de ça, c'est un smartphone qui a l'avantage d'avoir déjà ce premier côté où le menton va être très petit, et en plus de ça, l'autre chose, le Kirin, et que je ne confonds pas avec le Snapdragon 710, parce que c'est pas du tout la même chose, le Kirin 710 qui est vraiment face au Snapdragon 660, ça va être vraiment très intéressant puisqu'on était avant face au vieillissant Kirin 659 que je n'aimais pas du tout sur plusieurs points, même si plusieurs smartphones ont très bien tourné dessus, notamment les Huawei P8 Lite ou P Smart, qui étaient très intéressants. On a eu le 6.6 et le 6X et le 7X et le Mate 10 Lite que je n'ai pas aimé parce que il y en a eu une tripotée de smartphones avec ce putain de processeur dont je n'arrivais plus à le voir. J'ai l'impression d'avoir des clones avec un peu de design qui changeait. Là, on est déjà sur le côté nouveauté processeur. On est toujours sur de la double caméra et ce côté, alors en vert et la double. J'aime pas cette double caméra bizarre comme ça. Je trouve pas ça design, mais ça on y reviendra. Et en fait, c'est un smartphone que j'ai apprécié pour beaucoup de raisons et vous allez le voir dans ce test. Il n'est pas parfait, bien évidemment, mais pour 250 €, ça va être quand même compliqué de faire mieux. On peut le dire, il se place face au Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro qui va arriver aussi normalement, peut-être, je ne sais pas, qui devrait arriver en tout cas, mais le Nokia 7 Plus aussi, il a de quoi faire face au Nokia 7 Plus. Pour ceux que j'ai testés, après là comme ça, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il y en a plein d'autres, mais clairement il va s'imposer comme une référence déjà par son écran, et ça on y reviendra encore une fois. On passe maintenant au test. Au niveau du design, on reprend un petit peu déjà ce qui a été fait, donc entre un Honor 10 de façade et un Honor V10, mais cette fois-ci en vert, au niveau du dos. Donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose de classique, on reconnaît le design, notamment avec la double caméra, mais faisons un petit tour du propriétaire. Donc de façade, on aura droit donc ici à la caméra, hop, la caméra frontale avec le double haut-parleur, avec aussi les capteurs de proximité. En bas, nous avons ce menton, un menton qui, alors là, je n'ai pas de comparaison, mais vous l'avez aussi ailleurs. En gros, c'est le plus petit qui est trouvable actuellement sur le marché. Alors, à part le Fan X et le Vivonex S, à part ça, il n'y a pas vraiment de concurrence. Et surtout, l'avantage, c'est surtout que c'est à 250 €, et c'est là où c'est très intéressant. Sur le côté, donc, vous avez droit au bouton volume et power. Au-dessus, le micro secondaire, suppression de bruit. Vous avez ici la particularité d'avoir un tiroir SIM qui permet de mettre 2 nano SIM et la carte SD. Donc les trois en même temps. C'est quelque chose qui était déjà de base et qui à un moment donné, je crois, a été perdu. Mais avec les Honor X, c'était aussi la caractéristique particulière de ces Honor X, c'était justement ce dual SIM et port SD, qui était important pour certains. Oups là. Ensuite,
Vous avez le jack, un port micro USB, c'est le petit souci de ce smartphone, et le haut-parleur. Au dos, vous avez un dos qui est en verre et qui est un petit peu salissant forcément. Hop, on le nettoie. Voilà. Oui, il n'y aura pas de cut sur cette vidéo, je suis désolé, mais c'est trop long. Ensuite, donc vous avez ce dos en verre avec le lecteur d'empreintes. Vous avez, alors je ne sais pas si je vais pouvoir bien le montrer, mais vous avez une bande un peu moins noire en fait. C'est le côté vintage qui est mis en avant. Ce côté un peu moins noir, je suis pas forcément fan. C'est sympa, ça donne un. En fait, je pense que c'est pour casser un petit peu le côté entièrement noir, donc c'est un certain côté. Par contre, ce qui est appréciable, c'est d'avoir le Honor avec les inscriptions ici, Eye Camera. Le tout dans la longueur et dans la lignée des caméras. Ça donne un petit côté un petit peu plus sympa. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et donc la double caméra, donc caméra principale et caméra secondaire, 20 et 2 mégapixels. Voilà un petit peu. Donc un design qui, en soi, ne casse pas deux briques à un canard. Oui, c'est une expression un peu chelou parce que j'ai mélangé deux trucs. Mais en soi, alors le design est efficace, on reconnaît alors le double APN par exemple du 7X. Donc bien un double APN, alors du 7X ou du View 10 au choix. Vous avez le lecteur d'empreinte qui est toujours présent, qui lui est toujours au dos, comme le View 10. Vous avez la petite encoche, alors petite encoche qu'on peut retrouver comme sur le Honor 10, donc elle reste très petite et permet d'avoir là jusqu'à 6 informations. Donc là on a 4 notifications parce qu'il y a un réveil, etc. On en reparlera, il y a des petites choses qui me dérangent un petit peu, mais néanmoins ça reste intéressant. De ce point de vue-là, on a une petite encoche. Mais la grosse particularité, comme je vous le disais précédemment, c'est ce menton qui, en fait, vous pouvez le voir, il est très petit par rapport au bord, et c'est ça qui est impressionnant. Par rapport à ce que vous avez sur le côté, tout simplement, alors il fait 4,25 mm, donc ce qui est vraiment petit, et ce qui est vraiment très sympathique, c'est que, pour le coup, on a presque l'impression d'avoir du borderless, et on n'a pas un énorme menton. Alors, c'est surtout du design, c'est surtout vraiment le côté un petit peu plus design, d'avoir tous les bords pareils, comme ce que peut arriver à faire, moyennant un très gros prix, un iPhone. Mais ce qui est bien en plus de ça, et l'argument marketing qui est mis sur le 8X, c'est que globalement, et pour 250 €, on a une surface d'affichage qui est plus grande que celle de l'iPhone X. C'est quand même intéressant, sachant qu'on est sur du 6.5 pouces, donc 6.2, 6.3 sans l'encoche en fait. On est sur du 6.5. Et vous avez la version 8X Max qui ne sortira pas en France, qui est à 7 pouces. Chose à savoir pour ceux qui pouvaient poser la question. Globalement, le design est efficace, on a une bonne petite... Alors, d'ailleurs, dans les choses assez sympathiques, qui auraient pu être un petit peu mieux fait derrière, c'est que... Alors, vous avez normalement le joint entre le châssis et l'écran qui est en plastique. Je sais pas si je le vous montre bien. Vous avez ce joint ici qui est en plastique. Et ce qui est bien, c'est qu'entre la tranche et l'écran, c'est très doux en fait. Il y a un côté vraiment très bien fait qui fait que ça lui donne un côté justement très arrondi. Et il n'y a pas de côté grattant en fait parce que c'est mal ajusté. Ce qui est dommage, c'est que la même chose n'a pas été fait au dos. Et au final, la vitre au dos ressort un petit peu. Et c'est un peu dommage. Parce que justement, c'est ce qui aurait pu faire la petite différence en termes de design. Et c'est, pour le coup, c'est le petit raté, je trouve, aussi du design. C'est qu'on aurait pu faire exactement la même chose au dos et à l'avant. Et ça aurait permis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus premium. Et en plus de ça, d'un peu plus soigné. C'est un peu dommage de ce point de vue-là, parce que ça lui donnait vraiment un intérêt particulier, justement, d'avoir ce côté, justement, très doux, en fait. Ce côté très arrondi. Et grâce à cette petite partie en plastique où c'était presque parfait. C'est dommage parce qu'un petit peu plus rentré, le dos, ça passait pile poil pour avoir côté complètement arrondi entre le dos et l'avant et l'écran. Donc, pour la prochaine fois. Dernière chose dans le design, et ce qui manque, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui manque, c'est l'USB-C. Alors c'est un parti pris. En fait, apparemment, je me suis renseigné, et le problème c'est que ça aurait été plus cher, et donc le fait d'avoir un USB-C plus cher par rapport à ce qu'ils avaient fait comme investissement par rapport au menton plus petit, parce que c'est un certain coût, eh bien ils ont préféré rester sur du micro USB. Soit parce que c'était peut-être plus coûteux à implémenter avec le système qu'ils ont mis pour le menton, soit parce que tout simplement le prix
En fait, c'est soit le prix, soit la conception qui me gênait. Je ne saurais pas vous dire. Néanmoins, bah, il y a eu un choix qui était à faire. Ils ont gardé le micro USB parce que tout simplement, c'est toujours ce qui est très très présent dans l'entrée milieu de gamme. Et ceux qui renouvellent ont tendance à garder les mêmes câbles. Le fait de passer à l'USB-C, économiquement, ce n'était pas viable apparemment pour Honor. Et surtout, bah, même pour le grand public. Le grand public s'en fout. C'est un peu aussi l'argument qu'on m'a sorti. Je suis d'accord, mais l'USB-C c'est quand même intéressant, le côté réversible. Et surtout, bah, si tu veux te comparer à l'iPhone, bah, tu fais ça, pareil, tu te compares à l'iPhone. On a aussi l'USB-C, hop, c'est bon, ça fait la petite affaire. On passe à l'USB-C, on peut faire pareil. Par contre, il aurait peut-être eu le côté, on vous enlève le jack. Alors, c'est pas le cas vu que l'Honor 10 et le View 10 le fait pas. Mais on sait jamais. Ensuite, bah, globalement, voilà un petit peu le petit tour du propriétaire. Un design que je trouve plutôt bon, c'est surtout en fait la façade qui fait forte impression. Parce qu'à 250 €, on a un petit menton, on a quelque chose de vraiment bien au niveau des bordures, ça reste assez correct. Avec le châssis, ça fait un peu épais, mais globalement, ce qui est bien, c'est que ça donne un côté un peu plus uniforme avec justement ce menton-là. Donc on a un effet un peu waouh, surtout encore une fois à 250 €. Au niveau de la surcouche, donc là, on est sur du Android 8. Avec, hop, ici, en regardant à propos. Et je suis sur donc Android 8.1 avec la version 2MUI 8.2 et le tout sur la version B104. Donc qui, justement, améliore normalement un petit peu la photo, mais on y reviendra sur la partie photo. Donc, ce téléphone, en termes de surcouche, bon, EMUI c'est quelque chose de connu, EMUI 8.2 n'a pas de gros changements en soi. On est sur la même base, donc pour ceux qui connaissent EMUI, ça changera pas. En soi, bah, c'est pour faire très rapidement sur ce qui est bien ou pas, et après on va détailler. C'est plutôt fluide, c'est assez agréable. La fluidité est pas encore parfaite, mais globalement c'est bien géré. On est quand même sur une petite amélioration, je trouve, par rapport au Honor 10 où ça accrochait un peu plus, ou au View 10. Donc c'est quelque chose qui est quand même un peu plus agréable, mais c'est pas encore tout à fait fluide. C'est pas encore au niveau de la concurrence, mais ça s'approche petit à petit avec les optimisations. Donc sinon, on va commencer par les applications qu'il y a. Donc on a par exemple la gestion du téléphone, donc, qui va nous permettre de gérer, donc bah, là ça va être la RAM, le cache, ce genre de choses. Donc globalement, on va pouvoir nettoyer un petit peu tout ce qui est fichier indésirable, vous voyez. Donc images similaires, les vidéos indésirables, musique peu écoutée, fichiers volumineux, voilà, il va nous proposer de supprimer tout ça. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez. Donc ça, c'est ce qui va par défaut optimiser. Et ici, c'est ce que vous pouvez faire manuellement, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément qui sont pas forcément à supprimer, mais que pour lui, il détecte comme supprimables. On peut voir que c'est géré par 360 sécurité. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé, mais bon, ok. La gestion personnalisée, alors gestion des flux, on peut gérer les données, donc selon ce qu'on consomme, jour, mois, etc. Hop. Les applications, on va pouvoir leur donner le choix de se connecter ou non à Internet. Économiseur de données, ok. L'interception, donc là c'est justement le blocage des appels et des messages. La gestion de la batterie, on y reviendra dans la partie paramètres. Les bulles de notification, donc là on peut choisir ce qui a accès ou non. Analyse de virus, donc bon, classique. Ensuite, nous avons l'appareil photo. L'appareil photo, on y reviendra, donc qui a un petit peu changé. Des modes ont un peu disparu, on va voir un peu plus tard. Mais c'est un peu particulier de ce point de vue-là. On a par exemple le mode bokeh qui était par exemple présent un peu partout, bah là on le retrouve plus. Il y a quelques petites choses qui ont un petit peu disparu, il y a des choses qui sont apparues un petit peu plus marrantes mais pas forcément très utiles. On y reviendra. Mais ça a un design qui a encore un petit peu changé, qui est pas forcément mieux à mon goût. On y reviendra sur la partie photo, sur le design, mais ça s'est pas vraiment amélioré sur l'ergonomie en tout cas de l'application. Donc on a les messages classiques, donc là ça va être, bon, je peux pas vous les montrer, mais ça va être ce que propose tout simplement Google. On a iCare ici, qui va permettre de gérer tout simplement par rapport au SAV. Voilà, donc on peut choisir la France. Hop, si on choisit, voilà, recommandé. Donc ça va être les astuces, services et les avantages. Voilà ce qui est possible. App Gallery qui est tout simplement le store personnalisé de Huawei. Un store AE, donc rien de spécial en soi. Fichier qui va être tout simplement la gestion des fichiers, ce que vous avez l'habitude de voir un petit peu partout. Là, il me propose une mise à jour pour l'application. La partie santé qui, elle, bon, alors là, on est sur autre chose. Bon, moi, je l'utilise pas, mais ça va être pour le compter les pas, faire une course et qui comparer les pas,
etc. Et qui compte vos calories et ce que vous devez éliminer chaque jour. Donc quelque chose qu'on a un peu partout. Il va pouvoir être mis avec aussi une montre connectée, notamment les Mi Band. Pas les Mi Band, les... comment ils appellent ça? Oh, j'ai plus le nom, mais en fait, tout simplement, les bracelets connectés de chez Huawei Honor. Vous avez l'horloge, agenda, bon, ça c'est classique, email, bloc-notes. Bloc-notes qui est en soi bon, très classique aussi. Honor, donc là, ça va être le site Honor, tout simplement. Donc là, on peut choisir Europe, France, et on va pouvoir aller acheter tout simplement d'autres produits directement sur ihonor.com. Voilà, tout simplement, vous pouvez voir qu'il est à 250 €, voilà. Tout simplement. Astuces, donc là, diverses astuces pour l'utilisation tout simplement en fait de différentes choses. Donc en fait, l'utilisation globale de l'appareil, on peut voir qu'ils mettent en avant super photos et recommandations et vie futée. Le mode fête que je n'ai jamais fait fonctionner, alors je pense qu'il faut plusieurs Huawei pour ça, c'est pas dit clairement, mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner sur l'Honor 10. Mais normalement, c'est fait pour utiliser en fait plusieurs smartphones et avoir un effet d'ambiance parce qu'ils vont tous via le réseau Wi-Fi, ils vont balancer la même musique en même temps. Après, vous avez contact, météo, calculatrice, enregistreur sonore, radio FM, lampe torche, Game Suite. Donc Game Suite, c'est des jeux tout simplement qui sont proposés par Gameloft au lancement de l'appareil. Donc c'est déjà intégré. Vous avez Booking, eBay et Netflix qui sont déjà présents aussi. Donc là, les jeux Gameloft, comme je l'avais dit. Là, la gestion de Google. Alors, que je revienne sur une chose. Game Suite, pardon. En fait, ça va être alors soit les jeux, proposés. En fait, c'est tout simplement comme ce que propose par exemple Samsung. C'est-à-dire que ça va permettre de montrer en fait tous les jeux dans un seul dossier. Et en plus de ça, ça va être géré. Donc accélération des jeux. Donc ce qui fait qu'il va vider tout simplement la RAM, etc. Ou activer le mode ne pas déranger dès qu'on va lancer un jeu. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais vous avez aussi les jeux de Gameloft par défaut, vous pouvez voir Kingdoms, Puzzle Pets, Assassin's Creed, Spider, et c'est vrai qu'ils sont présents dès le départ. Donc pour jouer, vous en avez déjà, ils sont supprimables au passage. Et voilà un petit peu, je l'ai dit, donc il y a tout ce qu'il y a de Google, c'est ici, avec ce que j'ai fait aussi. Vous avez aussi l'application musique qui, elle n'a pas vraiment changé non plus. C'est toujours la même, elle n'a vraiment pas évolué. Donc elle mériterait un petit coup de polish. Voilà, donc ok. Les thèmes, alors il faut savoir que là, j'ai pas accès au magasin de thèmes, mais vous avez des thèmes qui vont permettre de changer donc le fond, ça va changer aussi la partie ici. Donc hop, la partie ici des notifications. Vous avez aussi les icônes qui vont changer, et pour pouvoir accéder au magasin de thèmes, il faut bien évidemment mettre une SIM. Sans SIM, vous pouvez pas faire de mise à jour, et vous pouvez pas accéder au magasin de thèmes. Et on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir passer sur la partie paramètres. Donc, on a ici, gestion des réseaux mobiles, etc. Donc, c'est classique. Il n'y a rien de spécial à vous montrer. On peut avoir le Wi-Fi+, qui va gérer automatiquement le basculement entre Wi-Fi et réseau mobile, en fait. Donc, ça va se gérer avec le GPS, en gros. Donc, dès qu'on va arriver à un endroit où il y a du Wi-Fi et qu'il a l'habitude de le voir, donc par exemple, dès que je vais arriver chez moi, ça va désactiver les données, ça va activer la Wi-Fi. Ou dès que je vais arriver à mon taf, pareil, sachant que j'ai la Wi-Fi là-bas, je peux me connecter dessus, il va se connecter automatiquement dessus. Gestion des cartes SIM qui va être ici, on a la gestion des deux ici. On a le NFC qui est présent aussi, donc ça c'est pareil, pour le paiement sans contact, ce genre de choses, maintenant que ça devient vraiment classique, et pour ceux qui sont sur Paris, pour payer, gérer en fait le passage Navigo, et bien vous pouvez avec ça aussi, donc c'est aussi agréable. La partie batterie, donc on a un mode gestion d'alimentation ultra. Donc on va en fait tout simplement avoir ce côté où il va y avoir un minimum de choses d'activer, l'écran noir, etc. Bon, l'écran noir c'est pas très utile, mais il va y avoir très peu d'applications. Donc par exemple, en fait, il va y avoir qu'une application en même temps. On va pouvoir mettre à l'écran que 5 ou 6 applications par défaut. Ça peut être sympathique dès que vous êtes un petit peu limité. Bon, déjà l'autonomie est plutôt correcte, mais ça peut être sympathique si vous êtes un peu limité et que vous voulez sauvegarder un peu plus la batterie pour arriver à rentrer chez vous. Et si jamais vous avez quelque chose, un problème, eh bien ça vous permet justement de pouvoir sauvegarder un peu plus de batterie et les garder un peu plus longtemps. Vous pouvez choisir aussi de mettre la batterie dans l'icône, donc ça permet de gagner un espace par rapport en haut, par rapport aux notifications, donc c'est toujours ça de prix aussi.
Les 64 Go de stockage. Alors après, bien évidemment, vous avez la gestion de la RAM qui est présente. Donc là, on est à 2,27, ok. Et vous pouvez aussi, bien sûr, mettre des micros SD. Ensuite, sécurité et confidentialité. Il faut savoir que vous avez les lecteurs d'empreintes. Et vous avez aussi la reconnaissance faciale. Donc lecteur d'empreintes très rapide. Donc ça, comme d'habitude chez Huawei. Et pour la reconnaissance faciale, il faut savoir que quand vous allez réveiller l'appareil, en fait, il va faire comme Apple, parce que c'est une référence en soi, mais plein d'autres le font, même par exemple Motorola. Et dès que ça va arriver en fait à peu près à un endroit où il détecte pour lui que il faut qu'il réveille l'appareil parce que la personne regarde, il va se réveiller et ça va vous déverrouiller directement le téléphone, donc quelque chose d'agréable, ce qui fait que selon les besoins, vous pouvez faire les deux en même temps, enfin, vous pouvez choisir quel est le meilleur selon la situation. Alors ensuite assistance, vous avez iTouch, donc là c'est shopping visuel, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Interface de navigation à la main, fichier écran réduit, donc faire ça par exemple, si vous voulez l'écran réduit. Changement de clavier, bon ça on s'en fout, c'est pas très utile. C'était... non, normalement c'est un peu... La navigation système, alors il faut savoir que vous en avez plusieurs, vous avez donc le dock de navigation que vous connaissez toujours, la navigation à touche unique, qui en fait va être... va être un espèce de bouton, en fait ça va remplacer un peu le lecteur d'empreintes que vous avez sur les Honor. Vous l'avez aussi sur les Honor, mais par exemple ça va permettre d'avoir un petit peu... Ça ressemble un petit peu à ce que proposent les iPhones, visuellement, mais on a toujours cette barre tout en bas. Vous avez le côté, voilà, c'est à peu près la même chose, mais c'est un petit peu différent. Il faut savoir que suite à une mise à jour, justement la mise à jour, la B104, vous avez autre chose. Alors, que je me fasse, hop. Alors, on va revenir comme ça. Ah! Vous voyez, c'est pas facile. Hop. On va aller dans navigation système, et vous avez les gestes. Les gestes qui ressemblent beaucoup, alors ceux qui sont fans des gestes, vous allez apprécier, ça ressemble beaucoup à ce que propose Xiaomi. Donc voilà. Vous avez en fait après, alors si je vais dans une application, en fait pour revenir, voilà, ça va être comme Xiaomi, vous voyez, vous avez la touche, la touche retour comme ceci. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez aller aussi par la gauche. Vous maintenez, voilà, tout simplement. Donc, et vous avez en fait Bonjour Technoïd, je suis votre assistant Google. Je suis là pour vous aider tout au long de la journée. Voici des exemples de ce que vous pouvez me demander. Voilà, bref, vous avez les gestes qui sont présents. Ils sont pas extrêmement fluides ni extrêmement rapides à mon sens. J'aime pas les gestes non plus. Donc, ce qui fait que personnellement, je m'en passe bien. Je préfère les touches. Néanmoins, sachez que pour ceux qui sont intéressés, c'est présent. Faut juste arriver à le trouver parce que c'est un poil caché quand même. Donc il faut vraiment aller dans système et vous aurez la possibilité de le changer. Vous avez aussi la langue saisie, data, transfert de données, sauvegarde, réinitialisation, voilà, tout est là. Voilà un petit peu pour la surcouche de tout simplement EMUI 8.2. Voilà, vous avez surtout l'ajout des gestes, même si je préfère largement ceux de Google tout simplement, qui est un peu plus sympathique. C'est un peu dommage de reprendre ce que fait Xiaomi, qui n'est pas forcément le meilleur, même si c'est une bonne solution. Mais je la trouve pas assez rapide, pas assez intéressante pour ceci. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6.5 pouces en Full HD et 19/9, avec une belle encoche bien évidemment, que vous pouvez voir ici. Donc un écran de bonne qualité. Déjà, il y a plusieurs choses dans la partie logicielle. Vous avez la gestion des couleurs, bien évidemment, donc normal ou vif. Et en normal, on aura quelque chose d'un petit peu rouge, donc vous pouvez mettre par exemple un peu plus froid pour avoir un équilibre. Même si c'est pas parfait, après vous pouvez le régler manuellement, donc ça c'est quelque chose d'agréable. En normal, il y aura tendance à être un peu plus chaud, forcément, c'est ce qu'on remarque en général, c'est pas des blancs comme on apprécie, un vraiment blanc éclatant, c'est un petit peu plus chaud et un blanc un petit peu plus jauni. Donc après, ça reste plutôt bon là-dessus. Hop, revient dans les paramètres. Ensuite, vous avez le confort des yeux qui est présent, donc qui va vous permettre de sauvegarder. Alors, j'aurais mis un peu plus rouge justement par contre le confort des yeux parce qu'il est un peu trop jaune pisse à mon sens. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace qu'on voulait le mettre assez fort. Et c'est même un peu le contraire. Alors, ensuite, l'encoche, on peut donc la cacher ici. Voilà, donc ça c'est quelque chose de bien. En fait, ça ressemble beaucoup au Pocophone F1, c'est-à-dire qu'en pleine journée, on va avoir quelque chose qui est assez noir pour ne pas faire la différence.
Donc ça c'est quand même vachement agréable, on a à peu près le même noir que le châssis et c'est plutôt bien géré. Et il a des beaux contrastes, ce qui fait que même même un peu en luminosité faible, la différence ne se verra pas. Donc c'est quand même assez agréable de ce point de vue-là pour ceux qui n'aiment pas les encoches comme moi. Vous pouvez la cacher de façon correcte. Globalement, les angles de vision sont bons, donc ça c'est aussi une bonne chose. Vous avez la possibilité, donc au minimum ça se verra pas trop, au maximum vous aurez, comme vous pouvez voir, un écran qui est plutôt lumineux sans être extraordinaire, mais qui se défend bien. Juste pour être sûr, enfin en tout cas j'ai jamais eu de soucis si on met le maximum, donc c'est plutôt pas mal, et au minimum, hop, on revient là, on voit quasiment pas. Donc vraiment bien de ce point de vue-là, vous n'aurez pas à vous plaindre de la luminosité de l'écran. En plus bon, on arrive en hiver, donc c'est pas là où on aura le plus de problèmes pour le voir. Alors, comme vous pouvez le savoir, on est sur la partie sonore. Donc, déjà le parleur. On est sur un seul haut-parleur qui est plutôt correct, qui aura tendance à privilégier un petit peu, comme vous l'entendez, les médiums. Donc, ça reste plutôt sympathique, mais pas extraordinaire non plus. On est sur quelque chose qui est assez puissant sans être fou. C'est pas le meilleur de sa gamme. C'est pas le pire non plus. On est sur quelque chose globalement de correct. Par contre, la grosse nouveauté, c'est qu'on est sur le Kirin 710. Le Kirin 710 en termes audio et audio en jack, puisque nous avons un jack. Bonjour, jack. Oui, j'en fais des caisses. Alors, donc, ce qui fait qu'il y a eu une bonne évolution de ce point de vue-là. Alors, il faut savoir que vous avez Huawei Hisense qui va permettre justement déjà de gérer un petit peu, même si c'est pas vraiment utile, l'égaliseur, etc. En soi, elle n'a pas vraiment d'utilité, je n'ai pas trouvé du tout d'utilité, ça a toujours tendance à un peu déformer la signature des casques, mais ça peut être sympathique pour modifier un petit peu avec la gestion des écouteurs, casques. Ça peut, selon les casques, si vous n'avez pas un très très bon appareil, ça peut avoir un impact, si vous en avez un très bon, ne l'utilisez pas. Donc, le son en jack, j'ai été très étonné. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, les Huawei Kirin sont très mauvais en son, et par définition les smartphones aussi, accusant beaucoup de retard par rapport à la concurrence, notamment les smartphones utilisant du Qualcomm, qui, en soi les Qualcomm sont plutôt corrects, mais si c'est bien géré, ont un son qui est vraiment pas mal du tout. Les Huawei, même si c'était bien géré, ça accusait vraiment un gros retard, c'était très plat, ça manquait de détails, ça manquait de scène. Là, on a enfin Huawei qui s'est réveillé sur la partie sonore. C'est bien au moment où tout le monde enlève le jack. Tout le monde se dit, il faudrait peut-être améliorer la jack, hein, parce que c'est quand même sympa d'avoir un bon son en jack. Et donc, pareil, Huawei a fait ça sur le Kirin 710. Autant le dire tout de suite, le Kirin 710 est meilleur que le Kirin 970 en termes de qualité sonore en jack. Mais quand je dis meilleur, c'est vraiment bien meilleur. Il n'y a pas, j'ai vérifié, il n'y a pas de choses particulières utilisées par Huawei. En tout cas, c'est pas quelque chose de visible pour le son. On a, ça apparaît même pas en fait. Donc soit ce n'est pas disponible, soit ils le cachent. Mais en gros, normalement, ils utilisent leur propre puce audio. Ils le font depuis déjà un petit peu de temps, ils annonçaient le 32 bits, et là on a vraiment quelque chose de vraiment très sympathique. Autant vous le dire, on est sur quelque chose d'équivalent à ce que propose Nokia avec le Nokia 7 Plus, qui utilise un DAC dédié de je sais plus quelle marque, le TS5427 si je dis pas de bêtises. Et ce qui fait que c'est vraiment très bien en fait. C'est-à-dire qu'il est en concurrence avec des smartphones qui améliore considérablement la partie jack. Donc Nokia ou pour le coup Asus aussi avec le Zenfone 5Z, etc. qui mettent des DAC dédiés, donc c'est-à-dire vraiment des choses vraiment meilleures. Et Huawei, eux, utilisent leur propre solution, normalement, puisque ce n'est pas visible. Donc la seule solution, c'est qu'ils utilisent leur propre version. Et ce qui fait que le son est vraiment très agréable. On va avoir beaucoup de détails, une scène sonore assez large. On va avoir... globalement, il va pouvoir driver à peu près tous les écouteurs que j'ai chez moi sans problème. Et l'écoute, pour moi, étant très exigeant, et vous le savez, est agréable. C'est quelque chose qui m'avait surpris
du côté de Nokia de ce point de vue-là, avec le son DAC dédié qui permettait vraiment d'avoir un son de bonne qualité. Ça me surprend encore plus quand c'est Huawei qui décide de faire quelque chose avec sa puce sonore. On est enfin sur une puce de bonne qualité, avec un son de vraiment bonne qualité, qui va être par exemple meilleur que le Pocophone F1, dont la gestion sonore n'est pas terrible. Donc c'est vraiment une bonne chose, et ce qui fait qu'en termes, pour ceux qui ont quelques petites exigences en jack, vos exigences seront comblées avec ce téléphone. Il pourra même gérer de façon assez correcte le One More HD707 qui demande un peu de ressources. Et ben il arrive à l'encaisser, il arrive à le gérer. Donc c'est vraiment une bonne chose, c'est très agréable. Et enfin Huawei s'est réveillé sur la partie sonore. C'était un gros talon d'Achille qu'ils avaient. Au niveau des photos, pour beaucoup, j'ai vu que les gens n'appréciaient pas beaucoup les photos de ce Honor 8X, alors que personnellement je trouve que les photos sont plutôt bonnes, surtout de jour. Alors c'est surtout grâce à son capteur 20 mégapixels qui permet justement de récupérer beaucoup de détails. Donc ça c'est une bonne chose, notamment pour ceux qui vont voir les photos avec justement le mur en briques. On peut voir que c'est vraiment bien détaillé. Alors ça manque un petit peu de profondeur, on a l'impression que c'est très plat quand même, mais c'est vraiment très détaillé, donc déjà c'est une bonne chose. Et voilà, pour le coup, forcément les 20 mégapixels en plein jour, c'est ça qui va faire la différence. Par contre, ce sera déjà de base un petit peu saturé par rapport à ce que fait la concurrence qui va être plus neutre. Par exemple, le Nokia 7 Plus auquel j'ai comparé. Le Nokia 7 Plus avait un peu moins de détails parce qu'il était que en 16 mégapixels. Mais par contre, le truc c'est qu'il était beaucoup plus neutre et beaucoup plus réaliste au niveau des couleurs. Ici, on est déjà de base sur quelque chose d'un petit peu saturé. Et le mode AI va en rajouter un petit peu plus. Alors, ce qui est bien, c'est que le mode AI a tendance à en faire un peu moins que ce que j'ai l'habitude de voir. Mais ça reste encore beaucoup trop à certains moments. Mais c'est déjà beaucoup mieux géré que, par exemple, ce que faisait le Honor 10 où c'était n'importe quoi à certains moments donnés. Alors que là, en fait, c'est plutôt correct. Ça donne un côté un peu plus waouh, effectivement, sans en faire des caisses. L'autre chose très positive, c'est aussi la dynamique. C'est-à-dire la gestion entre le plus sombre et le plus clair. Par exemple, sur la photo où je fais, en fait, vous avez un petit lac et vous avez un bâtiment, pareil, un peu de briques et un bâtiment blanc. Sur le bâtiment blanc, ce qui est bien, c'est que sur l'Honor 8X, on voit bien tous les quadrillages, qui est plutôt bien. Le soleil qui tape justement sur ce bâtiment est bien géré et ne va pas justement cramer. Alors que sur les autres smartphones, justement, notamment le Zenfone 5Z ou le Nokia 7 Plus, ou même le Oppo R15 Pro, il aura tendance à se casser la gueule de ce point de vue-là, et avoir justement un côté un peu cramé, et ce qui fait qu'une partie de ce bâtiment ne va pas être visible, et va être cramé par le soleil. Donc c'est un petit peu la petite chose là-dessus, et qui est très positive aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. Du côté du détourage, du côté de l'ouverture, quand on est en ouverture, alors on peut voir que sur le chat c'est pas parfait, c'est plutôt bon, mais globalement il y a une oreille, je ne sais pas trop pourquoi ils le voient pas correctement, mais globalement c'est plutôt bien. Après Huawei, ils sont un peu maîtres là-dessus, et ils savent y faire, donc pas de gros soucis, c'est juste que ça peut être pas parfait parce qu'on est sur un capteur uniquement 2 mégapixels. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait bien sûr sur mes KZ ZS6, alors forcément avec IA c'est forcément plus flashy, mais globalement pareil. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va avoir beaucoup de détails. Vraiment, ça va être vraiment très détaillé en plein jour. Dès que les conditions vont être plutôt bonnes, c'est pas besoin d'être très bonne, mais plutôt bonne, ça va être vraiment agréable. De nuit par contre, franchement ça se gâte. Je pensais qu'avec la mise à jour justement qui devait s'appliquer, on aurait quelque chose de vraiment mieux. Et malheureusement, c'est pas ça. Alors, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de détails qui vont sauter. En fait, ça va être très lissé. Puis on a un côté un petit peu particulier où il y a beaucoup de grains. Et je sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est comme si tout était un peu étalé, entre guillemets. Et on a une espèce de halo autour de certains objets. Par exemple, si je prends sur les dernières photos que j'ai prises, les barres autour, on a une espèce de halo autour de noir, en fait. C'est très graineux et c'est assez... à la fois fin et à la fois assez peu détaillé parce qu'on détecte bien, on voit bien l'objet comment il est, mais il y a un traitement très bizarre sur la photo qui fait que c'est très particulier. En comparaison, le mode AIS, lui, alors il est plutôt fin, mais alors le mode AIS forcément, l'intérêt principal ça va être surtout d'avoir une photo bien éclairée, mais pas forcément très détaillée. On est sur quelque chose qui est en 8 mégapixels déjà, mais en 8 mégapixels ça reste plutôt pas mal. On sent vraiment les limites en termes de détails. Par contre, on détecte beaucoup mieux la scène. On voit beaucoup mieux, on voit plutôt bien les détails. Ça se défend plutôt bien.
c'est surtout un manque de finesse qu'il va y avoir lié aux 8 mégapixels. Mais il y a une bonne amélioration parce que par exemple sur le Nord 10, c'était clairement pas au point quand ils l'ont mis en mise à jour. Là, c'est clairement mieux, c'est beaucoup mieux géré, beaucoup mieux découpé en fait entre les mises d'images, puisqu'il va vous demander pendant 6 à 7 secondes de rester figé, à ne pas trop bouger pour que justement les photos soient prises et la partie IA, le NPU, va se gérer de faire le découpage de chaque image, de les additionner pour faire la meilleure image. Et ce qui fait que c'est un peu le côté classique. Et ici, c'est ce qui est montré ici, donc ce qui fait qu'à la main, on peut avoir une photo bien détaillée, avec, plutôt bien détaillée, avec une scène plutôt bien éclairée sur un smartphone qui n'est pas prévu pour ça, et le tout à la main avec une pause longue. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir une pause longue pour récupérer un maximum d'informations. Globalement, je trouve que le capteur, il est vraiment bien, le mode IA est toujours assez flashy quand il est décidé de s'y mettre, mais on peut faire vraiment des belles photos vraiment détaillées, même dans des conditions un peu mauvaises. Et l'IA va être là aussi pour le côté un peu plus waouh, mais c'est mieux géré que le Nord 10. C'est vraiment mieux géré sur les différentes photos que je vous montre. Donc, ce qui fait que c'est plutôt bon là-dessus. Le capteur est vraiment bon. En fait, je trouve que là, pour le coup, on est revenu à un peu ce que proposait le 6X, qui était déjà très bon à l'époque en termes de photos. Là, ce 8X aussi est vraiment, je trouve, très bon pour 250 €. Il est vraiment très bon. Vous arriverez à faire de vrais clichés, de beaux clichés bien détaillés, en plutôt bonnes conditions, et de nuit par contre ça va être beaucoup moins bien parce que forcément 20 mégapixels en général ce sont des pixels qui derrière sont en 1, c'est des 1 nano, c'était 1.0 micromètre, alors que par exemple la plupart des capteurs en 12-13 mégapixels des haut de gamme vont être à 1.25, 1.4 micromètres. J'ai plus la mesure exacte, mais c'est le YM là qui permet de voir en fait la grosseur des pixels, et ce qui fait que forcément quand vous êtes sur de la basse luminosité, le fait que les pixels soient plus gros, il va pouvoir récupérer plus de lumière et plus d'informations. Quand le capteur va être, le pixel va être petit, même si vous en avez beaucoup, et bien en basse lumière il va beaucoup plus galérer. C'est le cas ici, donc pour ceux qui sont pas trop, que ça les gêne pas trop que de nuit ce soit pas terrible, eh bien vous serez assez content. D'ailleurs, petite chose, j'ai refait à peu près une photo similaire par rapport au buisson à côté d'un bâtiment pour voir comment il réagissait, et il réagit beaucoup mieux. C'est-à-dire que le détourage n'est pas fait à la tronçonneuse, c'est un détourage qui fait bien juste le vert en soi, et uniquement le vert, et ça va pas dépasser comme un espèce de gros halo autour qui était dégueulasse sur le Nord 10. Là-dessus, non, c'est vraiment pas mal. J'étais assez, pour le coup, assez surpris. C'est juste en soi la nuit où c'est pas terrible, mais de jour, ça va être vraiment bien. Une petite chose, c'est que vous avez les objectifs AR qui est présent. Donc, objectif AR qui, en gros, alors vous devez voir une photo, elle est pas terrible, mais ça vous permet de voir. Les objectifs AR, en gros, c'est des stickers. En fait, c'est ce que proposent en fait beaucoup d'applications, type Snapchat, etc. Et en fait, hop, on va le montrer ici. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Voilà, donc style Snapchat qui va plutôt suivre bien le visage. La musique, c'était pas obligé non plus. Donc voilà, les petites choses classiques. Alors, je vous en fais quelques-unes. Et vous allez aussi avoir des arrière-plans. Alors, désolé pour la musique. Alors, vous avez même des ponts. Vous avez des trucs chelous quand même, il faut l'avouer. Alors, ouais, bon, le détourage n'est pas terrible. Avec la lumière, il a un peu du mal à gérer. Pour faire croire que vous êtes en vacances, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça permet de voir un petit peu ce qui est possible. Vous avez la possibilité de le filmer aussi, donc avec différents effets. Bon, c'est... Voilà, vous allez avoir quelques photos normalement qui vont apparaître vers la fin. Et ce qui fait que voilà, c'est juste parce que ça permet de se gérer avec le côté IA, etc. De détourer, etc. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Pour finir, on a la vidéo, avant de terminer cette partie-là. La vidéo qui, elle, alors on est sur du 1080p 60f maximum, on ne pourra pas faire de 2K. Donc ça, c'est la petite chose. Mais par contre, c'est stabilisé.
on est sur une stabilisation qui, alors elle est correcte, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire que quand on aura tendance à marcher, bah, on va sentir que la stabilisation est très légère. C'est une stabilisation qui est numérique uniquement, donc comme ce que proposent la plupart des acteurs à ce prix-là. Et bah, selon ce que fait tout simplement les acteurs, en général c'est plutôt bien géré et comparable à ce que propose Google. Là on est sur quelque chose qui est un peu moins bien que Google, c'est un peu moins précis, c'est un peu moins stable. Et le focus n'est pas extraordinaire non plus. Mais ça reste plutôt correct, on est sur quelque chose d'utilisable. Par contre voilà, en fait là on va le voir surtout, c'est surtout quand je vais marcher, on va voir qu'il y a beaucoup de tremblements. Là où ce que propose le Redmi Note 5 ou le Nokia 7 Plus en 1080p, eh bien ça va pas être terrible. Par contre l'avantage c'est que vous avez une stabilisation en 60 fps, ce que ne propose pas le Redmi Note 5 par exemple. On est sur la même stabilisation entre le 30 et 60 sur le Honor 8X, et en 60 il faut avouer c'est assez agréable, on a une stabilisation correcte, et après vous pouvez la retoucher sur Google Photos, et vous avez toujours ça aussi pour vous rattraper, même si c'est dommage que bah, pour le coup avec tous les outils disponibles, bah, pour le coup Huawei n'a pas fait le nécessaire. Voilà pour la partie vidéo, vous avez normalement la petite partie qui défile avec les différentes vidéos que j'ai fait. C'est pas extraordinaire, mais on sent qu'il y a une légère stabilisation, peut-être un petit peu trop légère. Est-ce que c'est pour ne pas trop grappiller sur le côté 1080p? C'est possible aussi. Au niveau de l'autonomie, on a droit à une batterie de 3750 mAh, et ça doit être d'ailleurs la même que le Honor View 10. Et il faut avouer que pour le coup, avec le Kirin 710 qui est gravé en 12 nanomètres, l'autonomie est juste impressionnante. J'ai fait en gros, c'est-à-dire que je peux faire à peu près du 10, oui facile. Alors par exemple, j'ai un screen ici, 53% et je suis à 4h21, le tout en 4G avec beaucoup de Clash Royale. Donc c'est vraiment, par exemple là avec 2 heures de Clash Royale. Donc vous imaginez un petit peu, c'est vraiment ouf en termes d'autonomie. En gros, on peut atteindre facilement les 10 heures écran allumé si vous faites pas trop de jeux ou pas trop de choses lourdes. Globalement, vous pouvez avoir une excellente autonomie. Par exemple, là, avec moins de Clash Royale, 51%, 5h34 et toujours en 4G. Donc l'autonomie est juste dingue en termes de, tout simplement là pour le coup, c'est-à-dire que c'est une des rares autonomies aussi ouf que j'ai eu. La seule autre comparable, c'est le Moto Z Play, le premier du nom. Ici, là clairement avec le Kirin 710, c'est juste une tuerie parce que déjà il est performant, mais en plus de ça l'autonomie est excellente. Une des meilleures autonomies que j'ai eues sur smartphone jusqu'à maintenant, meilleure que le Redmi Note 5, meilleure que le Moto Z Play parce que là même en 4G on va arriver aux 10 heures. C'était déjà plus ou moins le cas, mais en plus de ça, on a droit à un processeur vraiment plus puissant. Donc, et le tout avec un écran IPS, enfin, c'est vraiment ouf en termes d'autonomie par rapport aux spécifications. Là, pour le coup, il tue le game, on peut le dire, il tue le game. Il n'y a pas de concurrent à ce niveau-là, l'autonomie est absolument dingue. Donc pour ceux qui veulent une autonomie vraiment excellente, vous allez adorer ce smartphone. Par contre, prix oblige, il y a eu l'impasse sur quelques petites choses. Tout d'abord, le fait qu'on n'ait pas de USB-C, première chose, mais aussi vous n'avez pas de charge rapide. Vous avez été plusieurs à me demander, j'ai vérifié de mon côté avec un chargeur rapide, enfin le chargeur Quick Charge tout simplement, où la plupart sont compatibles, en général ça fonctionne. Il n'y a pas de charge rapide sur ce smartphone, ça a même été confirmé de toute façon, donc ce qui fait que vous serez sur un simple 5 volts 2 ampères, donc une recharge un peu lente forcément par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir. Mais clairement, au vu de l'autonomie du téléphone, c'est pas si grave que ça parce que il faut vraiment mettre du temps pour mettre à genoux le téléphone parce qu'il est vraiment très endurant et c'est une de ses plus grosses forces avec son design. Donc c'est très fort de la part de Huawei pour le coup, enfin de Honor pardon, pour cette autonomie qui est absolument dingue et qui est difficile à trouver en termes de concurrence. Au niveau des benchmarks, donc on est sur un Kirin 710. Donc le tout nouveau processeur tout simplement de chez Huawei. Et c'est l'un des premiers smartphones avec le P Smart Plus à en être équipé. Donc ce qui fait que on a une bonne évolution puisque là on est sur du Cortex A73 et Cortex A53. Le tout alors si on regarde les fréquences en 2,2 et 1,7 GHz. Il est gravé en 12 nanomètres et il est assez intéressant. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une énorme évolution par rapport au Kirin 650 qui était cantonné à du Cortex A53, équivalent en gros à un Snapdragon entre un Snapdragon 430 et Snapdragon 125. Donc vraiment avec beaucoup de retard. Son avantage était qu'il était gravé en 14 nanomètres. À l'époque en tout cas.
Là, on est sur du 12 nanomètres, donc une petite évolution. Et ce qui est plutôt bien, hop, ici, c'est qu'on est sur un score de 1600 et 5475. Alors, on n'aura pas vraiment quelque chose de récent en termes de comparaison. On peut voir que c'est un petit peu en dessous de ce que propose un Snapdragon 835. C'est équivalent à ce que propose le Nokia 7 Plus. Le Nokia 7 Plus, lui, est aux alentours des 5800. Donc, ce qui en fait un score tout à fait bon, vraiment très bon. Donc, on est entre un Snapdragon 636 et 660. C'est très très correct, c'est même très bien et ça en fait tout simplement un très bon smartphone en termes de performance CPU. Il faut savoir que par rapport au Snapdragon 660, il est équipé d'un NPU, c'est-à-dire un processeur neural, donc l'IA, donc dédié au traitement de la photo, notamment justement dans la photo pour les filtres qu'on a parlé précédemment. Il va être dédié aussi à la gestion du téléphone, les performances, qu'est-ce qu'il doit gérer en fait dans les performances qu'il doit donner en fait au téléphone par rapport à telle ou telle application. Il va les lisser et c'est ce qui va être intéressant. Donc ce qui fait que il va y avoir aussi ce côté supplémentaire qui va permettre d'alléger le processeur principal et la partie graphique pour que justement ce soit juste le NPU qui l'utilise. Donc ce qui fait que ça en fait plutôt quelque chose de positif que le Snapdragon 660 n'a pas. Et seulement le Exynos 9610 qui n'est pas sorti et le Helio P60 qui est malheureusement très peu présent. Donc ça en fait un concurrent de taille face au Snapdragon 160. On va parler de la gestion du processeur quand il est mis à pleine balle, donc avec CPU Throttle Test, et on a un score qui est tout à fait, qui est très bon puisqu'on est à 79%. Il est un peu moins bon que le Nokia 7 Plus de ce point de vue-là. Par contre, c'est la gestion du processeur qui est très très différente. En fait, il est jamais vraiment à 100%, là où le Nokia 7 Plus va dégringoler petit à petit. Ici, on peut voir que, hop, ne t'éteins pas au moment où j'approche, on peut voir qu'en fait la gestion est très particulière puisqu'il va osciller tout le temps. Entre 100 et 80%, il va être très peu de fois à 100%, et il va plus être aux alentours des, comme on peut le voir, 85%, donc entre 85 et 100, et plus aux alentours des 85, et descendre petit à petit avec beaucoup, en fait, ça va pas arrêter d'osciller. Là où le Snapdragon 60 est beaucoup plus linéaire, il va descendre au fur et à mesure. Alors après, ça dépend des processeurs, mais globalement, Honor, en tout cas avec ce Kirin 710, a une gestion très très particulière du CPU qui fait très montagne russe. Il n'est pas vraiment stable, tout en gardant en fait un maximum de performance. On peut voir qu'il reste à 108 GIPS, gigaflop, enfin non c'est pas gigaflop, c'est GIPS. On est à peu près sur la même chose sur le Nokia 7 Plus, parce qu'il va descendre à peu près à la même chose, et il va assez vite aux alentours de 90%. Néanmoins, la gestion est vraiment très très bizarre, ce côté montagne russe est très très particulier. Ce qui lui permet de remonter, c'est qu'en fait, même vers la fin, il va le remonter vers les 80 ou 100% dès qu'il va commencer un petit peu à chauffer, donc il va rester quand même assez stable, mais ça fait très bizarre parce que ce n'est pas du tout linéaire. Au niveau des performances, on est sur un Mali G51 MP3, et ce qui en fait un processeur un processeur graphique pas très performant. En effet, on est plus sur de l'entrée de gamme. Néanmoins, c'est toujours calculé pour être à peu près de façon correcte en termes de performance. Économie d'énergie aussi oblige, et aussi le fait qu'il y a GPU Turbo qui va permettre via une API d'optimiser les jeux et d'optimiser au maximum les performances en fait du CPU, de la partie graphique et même logiciel, c'est-à-dire d'alléger au maximum par rapport à ce qui est autour et de concentrer un maximum de performance pour un maximum de stabilité sur la partie jeu en fait. Donc ça qui va être intéressant. Ça ne se remarque pas par contre sur les benchmarks graphiques. Ce qui fait que donc on a perdu ici, on passe de 73% à 61%, donc on perd que 12%. Donc ça va être plutôt bien déjà une autonomie, on va le voir ensuite. Et on va être aux alentours des 803, vous voyez c'est très très stable, même si la courbe semble faire des yo-yo, c'est parce qu'il est aussi entre 804 et 801, ou enfin 800, donc de 4 frames seulement, donc ce qui fait que c'est extrêmement stable. Ça c'est déjà une bonne chose. Si on compare au El Famoso Nokia 7 Plus, on va aller voir ici. Alors est-ce qu'il y a le Nokia 7? Non. Bon, on va aller chercher un petit Redmi. Il y a quoi en 660? Le Zenfone. Eh mais ils ont quoi à pas mettre à jour en ce moment? Il n'y a pas le Zenfone 5. C'est magique ça. Et c'est là où je me dis, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal que je puisse pas comparer avec des smartphones qui sont quand même présents. Le Nokia 6, il a quoi lui? Nokia 5, il semble être bien, mais
Je sais même pas ce qu'il a, à mon avis, il a pas quelque chose de très fou. IMAX, on a que les 150. Bref, normalement, en fait, on est aux alentours des 800 frames pour le Nokia 7 Plus. C'est le cas aussi ici. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a rien pour réellement comparer. Ce qui fait qu'il est très bien en termes de benchmark, encore une fois. Si on compare, on a quoi? Allez, on va voir quoi en face. D'intéressant à comparer. Oh, non, c'est pas terrible par contre, ça casse un peu les couilles. On est mieux qu'un Lux 20. Ça, c'est déjà une chose à savoir, sachant qu'il se débrouillait plutôt bien. Après, on a des trucs, mais bon, ils sont aussi en 2K. Le Meizu Pro 6 Plus, il fait mieux aussi que le Meizu Pro 6 Plus, qui est plutôt une bonne chose. Qui se débrouille plutôt pas mal d'ailleurs. On peut voir qu'on fait un score... alors, le Pixel XL est en 2K, mais il fait à peu près un score similaire. Le problème, c'est que j'ai rien pour le comparer. Ça, c'est pas cool. Le Mi Note 3. Le Mi Note 3 est avec un Snapdragon 660. Donc on peut voir ici qu'on est sur 800 contre 900 frames. Et au niveau de la batterie, je sais qu'il a une batterie de 3500. Donc c'est un peu moins optimisé du côté du Honor en jeu en termes de benchmark. Il va être un petit peu moins optimisé. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour sur PUBG pour voir justement les performances réelles en jeu. Et même aussi le côté un petit peu... parce que le souci qu'il y a par rapport au Qualcomm, c'est l'effet justement un peu de netteté qui peut manquer. Et on va voir ça tout de suite. On se retrouve sur PUBG. D'ailleurs, hop, j'en profite. Je n'avais point réglé. Alors non, on n'a pas de HDR. On va le mettre en HD puisque l'HDR n'est pas supporté par cet appareil. Hop, on va le mettre en élevé et HD comme ce qu'il y avait sur le Nokia 7 Plus. Voyons voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver, et j'espère surtout trouver des ennemis par la suite pour pouvoir me battre. Alors ça fluctue un petit peu plus déjà que le Nokia 7 Plus. Alors on est après sur les premières secondes, on va laisser un peu le temps au jeu de se charger. Des armes aussi, j'aimerais bien charger des armes sur mon homme. Voyons voir. Il y a des petites accroches pour l'instant en tout cas que j'avais pas forcément sur le... On va attendre un petit peu, mais pour l'instant j'ai des accroches que j'avais pas sur le Nokia 7 Plus. Je dois courir un petit peu, apparemment. On va voir si je trouve des gens. Cette partie va être longue, donc elle va être sûrement cutée pour que vous ayez quand même un petit peu d'action. Je l'espère. En tout cas, pour l'instant, le téléphone reste plutôt tiède, donc ça va être le côté agréable. Là, en tout cas, ça a chargé. On n'a plus d'accroche. C'est plutôt fluide. Ça a l'air assez détaillé aussi. Parce qu'il y avait un problème qui était noté sur le Honor 10, notamment, tout ce qui est Kirin 970, par rapport à GPU Turbo. C'est qu'en fait le problème c'est que la différence avec les Snapdragon c'est que les textures étaient plus fines grâce, pour ceux qui sont un peu dans le gaming, au filtre anisotropique qui était activé, et il y avait autre chose aussi qui faisait que justement... Oula oh, le pot de coup de pompe. En plus il avait une AKM, ça fait plaisir. En plus il m'a à peine touché, ça c'était intelligent pour être discret. Je suis content que je l'ai mis cher. Et ce qui fait que, ouais, en fait, les textures étaient moins fines. Et je l'avais ressenti sur le View 10. Et j'en avais fait part. Alors, normalement, apparemment, il y avait un mec qui avait tiré là. Mais apparemment, il n'est plus là. Donc, soit il s'est caché, soit je ne sais pas. Et je l'avais vraiment ressenti. D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder ma petite partie gaming sur le... Pour remettre un petit peu plus de... Hop, de luminosité. Pour ceux qui avaient regardé ma petite partie gaming sur le View 10, ben justement, en fait, c'est ce que j'avais noté. Je trouvais que c'était vraiment pas fin. Et là, je trouve que c'est plutôt fin. Donc, à mon avis, les dernières générations incluent maintenant ce système qu'il n'y avait pas avant et qui n'est pas géré par le jeu, mais qui est vraiment géré par la partie graphique. C'est quelque chose, par exemple, qu'on peut gérer notamment sur PC, mais qu'on peut pas du tout gérer sur mobile. On peut juste choisir. Et en fait, après, c'est des détails, des petites choses, en fait, qui peuvent être gérées par la carte graphique, en fait, qu'on peut activer sur le PC parce que c'est inclus et parce que le gaming, on peut vraiment personnaliser les graphismes. Là, on est sur une expérience mobile, donc ça va être simple d'utilisation. Et en fait, après, avec le délire de GPU Turbo qui était aussi stable, il y avait aussi en fait une petite chose qui avait été faite par rapport justement à ça, un petit test, une comparaison des textures, et au final, même si effectivement c'est plus stable, c'était aussi moins détaillé, beaucoup moins fin, parce que des options n'étaient pas actives pour rendre le jeu plus fin. Voilà, Randonnée Simulator 2017, 2018, 2019 est bien présent. Que dire du plus? En tout cas, là, je n'ai pas ce ressenti.
Je l'ai eu. J'ai vachement bien résisté pour le coup. Alors on va essayer de récupérer des munitions rapidement. Le petit duel était intéressant en tout cas, mais je l'ai eu. Donc ça c'est plutôt cool, sachant qu'à la base j'étais parti pour perdre. Bref, que dire de plus, sinon le téléphone reste plutôt tiède pour l'instant, on va attendre encore un petit peu, on a 5 minutes, et ça reste très correct, ça reste très fluide, on peut voir qu'il n'y a pas eu de soucis d'affichage, même pour tirer, j'ai pas ressenti de problème, à part mes petits à-coups de gaming, mais on peut voir que ça suit plutôt bien. Donc c'est plutôt une bonne chose, sachant qu'on est sur une petite... la partie graphique n'est pas très performante par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. On est sur un Mali G51, je le rappelle, en MP3, donc c'est pas quelque chose de très très détaillé. Donc ce qui fait que c'est plutôt cool de ce point de vue-là. On est, au final, je suis assez étonné. Je m'en attendais pas autant, mais ça veut dire en tout cas que la partie GPU Turbo a bien été optimisée par PUBG pour justement avoir la meilleure performance. La GPU Turbo semble en tout cas être très efficace pour optimiser les performances au mieux et avoir une expérience très fluide. Même si théoriquement, c'est pas forcément aussi bien que les Qualcomm Snapdragon qui, généralement, en termes de puces graphiques, sont bien meilleurs. Et notamment, en plus de ça, les 660 qui ont ce rapport performance, performance-prix, parce qu'on l'a dans des smartphones un peu moins chers, et qui fait que par rapport à des smartphones plus chers, on voit pas forcément beaucoup la différence. Là où le Kirin 650 était beaucoup plus limité de ce point de vue-là, là on est sur quelque chose vraiment de très très bien de ce point de vue-là, et en plus de ça, ça reste tiède, donc c'est vraiment très correct sur la chauffe. Donc c'est juste tiède là, à peu près là où il y a le capteur d'empreinte, donc très agréable de ce point de vue-là, et on va aller sur la conclusion pour terminer ce test. Donc, que vaut ce Honor 8X après tout ce test? Vous l'aurez deviné, je le trouve très bon. À 250 €, il est difficile d'y trouver tout simplement des concurrents très sérieux. On a quand même le Redmi Note 5, le Mi A2 qui est très proche en soi, et le Nokia 7 Plus mais qui est plus cher. Il a surtout l'avantage d'avoir justement ce menton optimisé qui fait toute la différence et toute la partie marketing de ce téléphone. C'est ce taux d'occupation, le grand écran qui reste bien en main, il fait quand même le même gabarit que le Nokia 7 Plus, ce qui n'est pas quand même à négliger. Et pour ceux qui veulent un grand écran, vous allez vraiment apprécier. On a toujours bien évidemment cette encoche que je n'apprécie pas, vous l'imaginez bien, mais l'écran étant à peu près de la même couleur que le châssis, ça se fond bien qu'on masque l'encoche. En plus, l'encoche est vraiment très petite, ce qui nous permet d'avoir jusqu'à 4 ou 5 notifications, ce qui n'est pas rien. Même si on sent que ça a été optimisé pour essayer d'en afficher un maximum, on sent réellement que ce qui est bien, c'est que ça n'a pas été négligé, ou là où beaucoup d'acteurs négligent cette partie-là, pour avoir juste un plus d'écran en fait à afficher. Et au-delà de ça, on a un appareil qui est plutôt équilibré. Le Kirin 710 signe une excellente évolution, mais vraiment excellente évolution du Kirin 650 qui était vieillissant et qui avait déjà de base de grosses lacunes sur certains points. Là, on signe un appareil qui est bien meilleur déjà en termes de performance, que ce soit CPU, graphique, son, photo, enfin tout. Clairement, là, il y a eu un vrai investissement, et ce qui en fait un réel concurrent du Snapdragon 660. Là où le Kirin 650, qui se voulait concurrent du Snapdragon 625, était à cheval entre un 625 et aussi un Snapdragon 430, bien moins performant. Donc là, c'était quelque chose que je trouvais assez moyen. En plus de ça, donc on a un bon écran IPS, on a l'appareil photo qui est en soi un peu particulier, il va bien se débrouiller de jour, même très bien, le 20 mégapixels va permettre de récupérer beaucoup de détails, mais de nuit forcément il va souffrir beaucoup plus, même s'il est en ouverture 1.8, son gros problème étant que quand on est sur du 20 mégapixels, les pixels sont tout petits, et ce qui fait qu'il ne récupère pas assez de lumière, et donc forcément en termes de détails, ça s'effondre totalement. Il n'est pas parfait, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bien meilleure gestion de l'IA qui est beaucoup moins poussée et qui, en plus de ça, détourne beaucoup mieux les objets que l'Honor 10 où j'en étais là à me dire, mais comment on peut sortir une telle photo sur Instagram et dire qu'elle est bien? Il y a ça, et aussi l'autre très gros point fort, parce que le Kirin 710 est globalement très très bien pour la plupart des tâches, mais en plus de ça, l'économie d'énergie dessus est vraiment très très bon. On a une batterie de 3750 mAh, la même que le View 10. Le View 10 était plutôt bon d'autonomie, mais là on signe un excellent en termes d'autonomie, puisqu'on va arriver aux 10 heures écran allumé en 4G, vraiment facilement, et en faisant même beaucoup de jeux, on va descendre à 9 heures. La seule fois où j'ai eu ça, c'était le Moto Z Play, avec le Snapdragon 625 bien moins performant, mais qui était signé tout simplement un processeur qui était vraiment très bien géré, le tout avec un écran AMOLED. Là on a 250 mAh de plus, un écran IPS, un processeur beaucoup plus performant, mais aussi de meilleure génération, et mieux gravé aussi, et ce qui fait que
globalement, c'est un appareil qui est très appréciable. Il n'a pas de réels gros points faibles, il a des petits points faibles. Le micro USB qui est manquant, c'est un peu dommage, je trouve ça vraiment dommage, sachant qu'on est sur une transition et que malheureusement, apparemment, il y a dû avoir des choix de fait et que l'USB-C n'était pas envisageable. Est-ce que c'était un problème de conception ou de prix? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ensuite, la charge rapide est manquante. Alors, en soi, ce n'est pas très grave, parce que justement l'autonomie est tellement excellente que pour se retrouver à court de charge, il va falloir vraiment y aller. Et en plus c'est moi qui le dis, qui l'utilise toute la journée comme un gros porc. Donc le fait qu'il n'y ait pas de charge rapide, ce n'est pas vraiment grave. C'est quelque chose qu'on peut s'en passer. On est sur du classique 2 A 5 volts, c'est pas très grave. Mais en fait pour 250 €, ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose de vraiment équilibré, de performant, sans gros défauts majeurs. Et c'est quelque chose que je trouve appréciable. Après, bien évidemment, si vous êtes comme moi et que vous regrettez l'absence de l'USB-C, c'est dommage. Bon, au moins vous avez un jack de bonne qualité. Déjà, vous avez un jack et de bonne qualité. Là où le Mi A2 en fait l'impasse, si je dis pas de bêtises, ce qui est un peu dommage. Ensuite, comment dire, qu'est-ce qu'il y aurait... Que je me gourre pas, parce que oui, il n'y a pas de cut pour le coup. Mais... sinon, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur cet appareil de vraiment mauvais. En fait, c'est l'un des Honor que j'apprécie le plus parce que justement, il n'a pas de défaut majeur. Pour moi, le plus gros défaut qu'il a, c'est ça. C'est juste ça. Je trouve que c'est limité en termes de défauts et pour 250 €, beaucoup de smartphones sortent encore avec du micro USB. Donc, est-ce que c'est grave? Oui, il y aurait pu avoir quand même ce petit effort, à mon sens, pour moi, pour avoir cette transition qui continue. Mais en même temps, beaucoup de personnes dans le grand public sont déjà avec de micro USB dans cette gamme-là et ils se retrouvent toujours avec la même chose. Le cul un peu entre deux chaises pour les constructeurs, c'est un choix. C'est un choix qui est assumé, que malheureusement moi je n'aime pas, mais que je peux comprendre en termes de vue constructeur. Après, à vous de voir selon ce que vous préférez. Mais globalement, il est bien fini, il est bien optimisé en termes d'espace. C'est un petit peu le truc qui est bien, c'est qu'à 250 €, on a quand même un espace d'affichage bien optimisé et il fait son effet waouh. Parce que pour le prix, on a quelque chose que même dans le haut de gamme, on a du mal à trouver d'aussi bien optimisé. Et ça, c'est intéressant. Bref, un des Honor que j'ai le plus apprécié, que je vous recommande, et même pour l'offrir, vous allez faire un très grand heureux, comme l'écran. Par contre, bien évidemment, pour l'Honor 8 Max, ce ne sera pas ici. Et il ne sortira malheureusement pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout ça comme d'habitude. Et puis si vous voulez me soutenir aussi, vous avez Tipeee. Ce sera toujours avec plaisir que je vous mettrai dans la description pour les remerciements. Et je verrai selon comment ça se passe pour la suite, selon les dons, etc. Ce que je vais faire, peut-être des petits concours, j'en sais rien encore. Ça dépend.